Je n'oublierai jamais la première fois où je suis montée dans cet ascenseur. Le genre de bâtiment où les murs sentent le pouvoir, où les gens marchent vite et où personne ne vous regarde dans les yeux. J'avais mon CV entre les mains. Il tremblait un peu. Pas à cause du vent. Parce que je savais que je n'avais plus de temps. Ma mère était à l'hôpital, en Afrique. L'opération coûtait plus que tout ce que j'avais jamais vu sur un compte bancaire. Et moi, j'étais là, dans une grande tour à Paris, avec mes derniers espoirs pliés dans une chemise en plastique. Je me suis dit, peut-être que ce jour-là, Dieu me tendrait la main. Quand je suis entrée dans le bureau du PDG, il ne m'a même pas salué. Il m'a regardé de haut en bas, comme on examine un vêtement d'occasion. J'ai quand même souri. Il avait les yeux froids, le sourire maigre, et une bague en or trop brillante au doigt. Le genre d'homme qui a oublié ce que c'est d'avoir faim. Il a pris mon CV, l'a feuilleté sans vraiment lire. Puis il l'a posé doucement sur le bureau, et il s'est adossé à son fauteuil. Il a croisé les bras. Et puis il m'a regardé longtemps. Trop longtemps. Ce silence, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ce qu'il m'a dit ensuite, je l'entends encore, parfois, la nuit, quand je n'arrive pas à dormir. Il a dit, je vais être franc. Tu veux ce poste? Alors tu seras à moi. Pas juste de 9h à 17h. Tu seras à moi. Quand je veux. Où je veux. Comme je veux. Sinon, il y a la porte. Mon cœur s'est arrêté. Il n'avait pas levé la voix. Il avait dit ça comme on dit bonjour. Comme si c'était normal. Comme si j'étais juste un corps en quête de survie. J'ai eu envie de hurler. De pleurer. De lui lancer son stylo au visage. Mais j'ai juste baissé les yeux. J'ai serré les poings. Et j'ai dit non. Il a haussé les épaules. Comme s'il s'en fichait. Comme s'il en avait vu 100 comme moi. Il a pris un appel, comme si je n'étais déjà plus là. Et moi, j'ai marché jusqu'à la porte. Je l'ai refermée derrière moi. Et dans l'ascenseur, j'ai pleuré. Pas des petites larmes discrètes. Non. Des larmes sales, honteuses. De celles qui brûlent quand elles tombent. J'ai marché longtemps dans la rue. Je ne savais pas où aller. Mes jambes avançaient seules. Il faisait froid. Mais ce n'était pas le vent qui me glaçait. C'était l'humiliation. L'impuissance. Le fait de savoir que j'étais prête à tout, mais que même ça, ce n'était pas suffisant. J'ai passé la soirée dans ma petite chambre, à fixer le plafond. Et puis le téléphone a sonné. C'était la clinique. Il parlait vite. Ma mère venait de tomber dans le coma. Il fallait opérer dans les prochaines 48 heures. Le médecin m'a dit, c'est maintenant ou jamais. Si vous n'avez pas l'argent, elle ne tiendra pas. Je me suis figée. Je me suis levée. J'ai regardé mon reflet dans le miroir. J'avais le visage fatigué, mais les yeux secs. J'ai pensé à ma mère. À sa voix quand elle me disait enfant, ma fille, bats-toi toujours avec dignité. J'ai pensé à ses mains, à ses sacrifices, à sa maigre pension qu'elle m'envoyait même quand elle n'avait plus rien. J'ai pensé à tout ça. Et puis j'ai pensé à ce bureau. À ce fauteuil. À cette phrase. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. J'ai enfilé ma robe noire. Celle que je portais aux entretiens. Celle qui faisait sérieuse. J'ai remis un peu de fond de teint pour cacher les cernes. J'ai mis du rouge sur mes lèvres. Pas pour séduire. Pour avoir l'air forte. Pour faire croire que je choisissais, pas que je suppliais. Je suis montée dans l'ascenseur. Cette fois, il n'y avait plus de tremblement. Juste une colère froide. Une douleur droite. Et une phrase que je me répétais en boucle, c'est pour elle. Juste pour elle. Quand je suis entrée dans son bureau, il m'attendait. Il avait le même sourire. Comme s'il savait. Comme s'il avait toujours su. J'ai fermé la porte doucement. J'ai respiré un grand coup.
Et j'ai dit, j'accepte. Il s'est levé. Il est venu vers moi. Et moi, je suis restée là, debout, immobile. Comme une statue qu'on vient d'acheter. Il a frôlé mon bras, comme s'il voulait vérifier que j'étais réelle. Puis il a dit, bienvenue dans la vraie vie. Je n'ai rien répondu. Parce que ce jour-là, je suis morte un peu à l'intérieur. Et pourtant, ce n'était que le début. Il n'a pas touché mon visage ce jour-là. Pas encore. Ce qu'il voulait, ce n'était pas mon corps. Pas seulement. C'était mon silence. Mon obéissance. Mon absence. Et ça, il l'a eu dès le premier jour. Je suis sortie de son bureau avec un badge autour du cou. Le genre de badge qui ouvre des portes vitrées, qui te donne une identité, un faux statut, une chaise dans un open space. Les collègues m'ont regardé, certains ont souri, d'autres ont évité mon regard. Personne ne m'a posé de questions. Pas ce jour-là. Pas les autres non plus. Je me suis assise à mon poste. Mon nom était déjà inscrit sur l'écran. Bienvenue Aïcha. Tout était prêt. Tout avait été prévu. J'étais une pièce bien huilée dans une machine trop grande pour moi. Et le pire, c'est que j'ai souri. J'ai souri pour qu'on ne voit pas ce que je cachais. J'ai ri aux blagues du service RH. J'ai dit merci pour le café. Et chaque soir, je rentrais en silence, je fermais la porte de ma chambre, et je m'écroulais sur le lit. Sans un mot. Sans une larme. Juste le vide. La première semaine, il ne m'a pas appelé. Il m'observait. Il passait près de moi, déposait un dossier, frôlait ma main, glissait un commentaire. Cette robe te va bien. Ou, tu portes bien la fatigue. Toujours avec ce sourire invisible, comme s'il savait que je ne pouvais plus fuir. Et moi, je disais merci. Comme une idiote. Comme une esclave bien dressée. Et puis un soir, il m'a envoyé un message. À 22h04. Reste après les autres demain. C'est tout. Pas de bonsoir, pas de signature. Juste ça. Je l'ai relu 10 fois. Et j'ai su. Le lendemain, j'ai regardé les gens partir, un par un. Et quand la dernière collègue a dit « bonne soirée », j'ai répondu « à demain », avec un sourire que j'ai appris à simuler. Il est sorti de son bureau vers 19h47. Il portait une chemise bleue. Il avait roulé ses manches. Il m'a regardé sans parler. Puis il m'a fait signe d'entrer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. Je me suis juste laissé faire. Et ce n'était pas la douleur qui faisait le plus mal. C'était l'humiliation. Le fait de ne plus exister. De n'être plus qu'un objet à usage unique. Un corps en location. Un contrat oral entre deux êtres que rien ne lie, sauf le désespoir. À ceux qui écoutent cette histoire, si tu es encore là, si tu sens que ton cœur serre un peu en m'écoutant, alors fais quelque chose. Abonne-toi. Like cette vidéo. Commente pour dire ce que tu ressens. Ce que tu penses. Ce que tu as peut-être vécu. Parce que je ne suis pas la seule. Parce qu'il y en a d'autres. Et qu'on n'en parle pas assez. Les semaines ont passé. Les rendez-vous sont devenus plus fréquents. Il ne m'appelait plus par mon prénom. Il disait « toi » ou « viens là ». Et moi, je me taisais. Parce que chaque fin de mois, un virement partait à la clinique. Et ma mère, elle, commençait à se lever. À remarcher. À sourire à nouveau au téléphone. Elle ne savait rien. Elle me disait, ma fille, je suis fière de toi. Tu es forte. Et moi, je disais merci, la gorge nouée. Au bureau, j'étais celle qui faisait bien son travail. Toujours polie. Toujours ponctuelle. Mais jamais trop proche. Je n'avais pas le droit de créer des liens. Il m'avait dit, tu ne t'attaches à personne ici. Tu es à moi. Pas aux autres. Alors je vivais dans un silence parfait. Une prison dorée.
Un jour, en sortant du métro, j'ai croisé un homme assis par terre. Il lisait un vieux livre, les jambes croisées. Il avait un gobelet vide devant lui, mais ne tendait pas la main. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêtée. Il m'a regardé avec un sourire doux. Il a dit, « Tu sembles fatigué. » Et j'ai ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Il s'appelait Karim. On a parlé 5 minutes. Puis 10. Puis 20. Il ne me demandait rien. Juste de parler. De respirer. D'exister. Je suis repartie en me disant que c'était une simple pause dans une vie trop lourde. Mais j'y suis retournée. Le lendemain. Et le surlendemain. Je lui apportais du pain. Il me racontait des histoires. De sa famille. De sa vie d'avant. Il disait qu'il avait tout perdu. Mais qu'il ne voulait plus vivre dans le mensonge. Il disait, les gens me regardent comme un moins que rien, mais au moins, je suis libre. Toi, tu vis dans une cage. Il ne savait rien. Et pourtant, il avait vu juste. Je me suis mise à attendre ces moments. 10 minutes volées à mon cauchemar quotidien. 10 minutes où je pouvais respirer, sans badge, sans talons, sans maquillage, sans honte. Mais un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une enveloppe sur mon lit. Il était passé par là. Il avait les clés. Il avait tout. L'enveloppe contenait une robe rouge. Et un mot, demain. 21h, sois belle. Je me suis assise sur le sol. La robe sur les genoux. Le papier froissé dans la main. Et j'ai compris que j'étais en train de disparaître. Lentement. Silencieusement. Si tu écoutes encore, je veux que tu saches une chose, ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction. C'est une réalité. Ma réalité. Et celle de tant d'autres. Alors s'il te plaît, commente, partage cette vidéo. Laisse une trace. Pour qu'un jour, une fille comme moi sache qu'elle n'est pas seule. Ce que je vivais n'avait pas de nom. Parce que quand c'est dit calmement, sans violence apparente, sans cri, sans marque, personne ne le voit. Personne ne te croit. Mais ça détruit quand même. Et j'étais en train de mourir. Un morceau à la fois. Je ne sais pas combien de fois je suis rentrée chez moi avec ces odeurs sur ma peau. Parfois le parfum de sa chemise. Parfois juste l'odeur du cuir de son fauteuil. Des choses qui ne partent pas, même après 3 douches. Même quand on frotte fort, comme si on voulait enlever une tache qui ne se voit pas mais qui brûle jusqu'à l'os. Je dormais peu. Je mangeais mal. Je souriais encore au travail, mais mes joues étaient fatiguées de jouer la comédie. Un jour, j'ai même entendu une collègue dire, « Elle est forte, Aïcha. Toujours élégante, toujours professionnelle. » J'ai failli éclater de rire. Si elle savait. Et puis il y avait Karim. Chaque jour, je passais quelques minutes avec lui. Dans ce coin de rue où personne ne s'arrêtait, sauf moi. Lui, il me regardait sans curiosité malsaine, sans arrière-pensée, sans attente. Il me disait bonjour comme si j'étais une vieille amie, pas une étrangère au regard fuyant. Je ne lui avais jamais parlé de mon travail. Mais il sentait. « Tu traînes une chaîne invisible », il m'avait dit une fois. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai pleuré en rentrant ce soir-là. Pas à cause de la douleur. À cause de la tendresse. Il ne me posait pas de questions, mais il écoutait tout. Il écoutait mes silences. Et ces silences-là, personne ne les écoute, d'habitude. Personne ne s'arrête pour entendre ce qu'on ne dit pas. Un jour, il m'a offert une fleur. Une vraie, avec des pétales abîmés, qu'il avait ramassée dans un parc. Il a dit, « Elle est comme toi. Belle même abîmée. » J'ai ri nerveusement. J'ai répondu, « Tu ne sais rien de moi. » Et il a dit, « Je sais ce que les gens essaient de cacher. » À ce moment-là, j'ai eu envie de l'embrasser. Et en même temps, j'ai eu peur. Parce que je ne savais plus ce que c'était, l'amour.
J'avais tout mélangé. Le désir, la peur, la honte, l'obligation. Tout était devenu flou. Je ne savais plus comment on aimait sans se vendre. Je ne savais plus comment on touchait quelqu'un sans trembler de dégoût. Un soir, il m'a demandé « Pourquoi tu restes dans ce boulot ? T'es intelligente. Belle. Tu pourrais tout recommencer. » J'ai baissé les yeux. J'ai dit « Tu ne comprendrais pas. » Mais il a insisté. « Explique-moi. » Alors j'ai menti. J'ai dit que c'était bien payé. Que je ne voulais pas perdre ce que j'avais. Que j'étais ambitieuse. Que j'avais des projets. Et lui, il a hoché la tête. Mais dans ses yeux, j'ai vu qu'il ne croyait pas un mot. Il ne m'a pas jugée. Il m'a juste dit, « Tu n'es pas né pour t'agenouiller. » Cette phrase-là, je l'ai emportée avec moi. Comme un secret. Comme une lumière. Mais le lendemain, au bureau, il m'a demandé de rester tard encore. Il n'avait même plus besoin de mots. Il me regardait, et je comprenais. Je rentrais dans le bureau, j'ôtais mes chaussures, je devenais invisible. Juste un corps. Un accessoire. Un outil. Après, il me donnait une enveloppe. Parfois il me caressait la joue comme on caresse un chien. Et il disait, « Tu deviens plus docile. » J'aime ça. Moi, je me rhabillais en silence. Et je rentrais chez moi comme un fantôme. Je regardais mon téléphone. Je relisais les messages de ma mère. « Tu es une bénédiction. Grâce à toi, je remarche. » Elle m'envoyait des selfies. Elle souriait. Elle cuisinait à nouveau. Elle reprenait vie. Et moi, je me sentais fière et coupable. Vous comprenez ce paradoxe ? Faire le pire pour offrir le meilleur à quelqu'un qu'on aime. Se salir pour sauver. Se sacrifier sans jamais dire la vérité. Parce qu'elle ne supporterait pas de savoir. Elle penserait que c'est de sa faute. Alors je me taisais. Je portais ça seule. Comme une croix trop lourde. Et chaque jour, Karim. Sa présence. Son calme. Ses mots. Il me réparait sans le savoir. Une fois, je lui ai demandé, « Et toi, tu dors où ? Tu manges comment ? Tu vis comment ?» Il a souri. Il a répondu, « Je m'en sors. J'ai mes petites astuces. » Mais il ne voulait pas en dire plus. Il était mystérieux, et ça me plaisait. Il était pauvre, mais digne. Il ne m'a jamais demandé un centime. Jamais tendu la main. Il m'écoutait. Et quand je parlais, j'étais libre. C'est étrange comme parfois, un inconnu devient un refuge. Comme un regard vrai peut recoller les morceaux que la vie a brisés. Et lui, il ne m'a jamais touché. Pas une fois. Mais il a vu en moi ce que même moi, je n'osais plus regarder. Il m'a demandé si j'aimais lire. J'ai dit oui. Il m'a prêté un vieux livre. Les pages sentaient le renfermer, mais les mots étaient vivants. Ça parlait de révolte, de dignité, de femme puissante. Je l'ai lu en 2 nuits. Et j'ai pleuré comme une enfant. Karim était devenu mon souffle. Mon entre-deux. Pas tout à fait un homme. Pas tout à fait un ange. Juste un point d'équilibre fragile entre ma souffrance et ma survie. Mais je savais que ça ne durerait pas. Parce que dans ce genre d'histoire, la lumière attire l'ombre. Et l'ombre, elle approchait. Si tu es encore là, si tu ressens ce que je ressens, alors ne te tais pas, laisse un commentaire. Like. Abonne-toi. Pas pour moi. Pour celles qui n'ont pas encore le courage de parler. Pour celles qui vivent ça en silence. Pour celles qu'on ne voit pas. Parce qu'un jour, ce sera peut-être ta sœur, ta cousine, ta meilleure amie. Et tu ne sauras même pas. Je t'ai dit la vérité. Pas pour qu'on m'admire. Mais pour qu'on entende. Et la suite, tu n'es pas prêt. Il y a eu ce soir-là où j'ai eu envie de tout dire à Karim. Je m'étais assise à côté de lui,
sur ce banc en bois qui grinçait à chaque mouvement. Le soleil tombait doucement derrière les immeubles, et il y avait cette paix étrange dans l'air, ce genre de calme qui fait croire que tout ira bien, même quand on sait que rien ne va. Il m'a offert une orange, coupée en deux. Je me souviens de ce geste, simple, presque sacré. Il me l'a tendue comme si c'était un trésor. Et moi, j'ai eu envie de lui dire tout. Ce que je vivais. Ce que je subissais. Ce que je cachais. Mais je n'ai pas pu. Parce que j'avais peur qu'il ne me regarde plus jamais comme avant. Peur qu'il me voie comme une fille brisée. Ou pire, comme une fille faible. Alors j'ai menti encore. Je lui ai dit que j'étais fatiguée du boulot, que les gens étaient durs, que la ville m'écrasait. Et lui, il a posé sa main sur mon épaule. Il a dit doucement, « Tu peux tout me dire, tu sais. Je ne suis pas pressée. Je t'attendrai. » Ces mots-là, je les ai gardés dans ma poitrine pendant des jours. Ils m'ont tenu debout. Mais pendant ce temps, l'autre, lui, il devenait plus cruel. Il avait senti mon changement. Il savait que quelque chose ou quelqu'un me donnait de la force. Et il ne supportait pas ça. Il voulait me voir fragile. Obéissante. Silencieuse. Alors il a changé les règles. Il m'appelait plus souvent. Il devenait plus dur. Plus froid. Parfois violent. Pas avec des coups. Non. Avec les mots. Avec les gestes. Avec les regards. Il disait des choses comme « Je peux te remplacer quand je veux » ou « Tu crois que quelqu'un comme toi mérite mieux ?» Et moi, je disais rien. Parce que ma mère allait mieux. Parce que chaque jour, elle me racontait sa rééducation, ses progrès, ses projets. Elle disait « Quand tu auras des vacances, tu viendras me voir, hein ?» Et moi, je disais oui. En pleurant à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'elle sache. Jamais. Mais je m'effondrais peu à peu. Je dormais à peine. Je mangeais sans goût. Je me réveillais avec la nausée, pas de grossesse, non, juste du dégoût. De moi. De lui. De ce monde qui regarde sans jamais rien voir. Et pourtant, j'allais encore voir Karim. Tous les soirs, quelques minutes. C'était devenu vital. Un médicament. Un refuge. Il ne posait pas de questions, mais il voyait que je changeais. Il voyait mes yeux cernés, mes gestes tremblants. Un soir, il a dit « Tu ne vas pas bien ». Et là, j'ai failli tout dire. Mais juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré. C'était un message. De lui. Une seule phrase, « Tu as 10 minutes ». Karim a vu mon visage se figer. Il a compris. Mais il n'a rien dit. Juste un silence. Un silence lourd. Et moi, je me suis levée. J'ai couru. Pas parce que je le voulais. Parce que j'étais prise au piège. Parce qu'il tenait la chaîne. Et moi, j'avais encore la clé, mais je ne savais plus où je l'avais mise. Ce soir-là, il a été plus brutal que d'habitude. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste serré les dents, et attendu que ça passe. En rentrant, je me suis effondrée dans la salle de bain. Pas pour pleurer. Juste pour m'asseoir. Parce que mon corps n'arrivait plus à me porter. Je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient vides. Mon visage pâle. Et j'ai murmuré, c'est comme ça que je vais mourir. Mais le lendemain, comme toujours, j'ai mis du fond de teint. J'ai mis mon badge. Et j'ai marché jusqu'au bureau. J'étais un cadavre en costume. Et si toi qui m'écoutes, si tu ressens ne serait-ce qu'un frisson en m'entendant, alors montre-le. Like cette vidéo. Commente. Abonne-toi. Pas pour moi. Pour elle. Pour toutes celles qui vivent ça, sans jamais pouvoir le dire. Pour qu'un jour, on dise assez. Pour qu'un jour, on dise stop. Parce qu'on ne voit jamais la souffrance des femmes fortes.
Parce qu'elle sourit trop bien. Karim a commencé à me regarder différemment. Il ne disait rien, mais ses silences étaient plus lourds. Ses regards plus perçants. Et puis un jour, il m'a dit, « Tu veux venir avec moi ? Juste marcher un peu. Loin d'ici. » J'ai dit oui. On a marché dans les petites rues. Il m'a emmené dans un parc désert, au bord d'un lac. Et là, il m'a dit, « Je t'aime. » Simplement. Comme ça. Je suis restée figée. J'ai voulu dire quelque chose. Mais je n'ai rien pu dire. Parce que personne ne m'avait dit ça depuis des années. Pas comme ça. Pas sans intérêt derrière. Pas sans condition. Il a ajouté, « Je ne veux rien de toi. Juste être là. Avec toi. Si tu veux. » Et moi, je me suis effondrée. Pas physiquement. Intérieurement. Parce qu'à ce moment précis, j'ai compris que j'avais oublié ce que c'était que d'être aimée. Mais j'ai refusé. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que ce n'était pas possible. Que je n'étais pas faite pour l'amour. Que j'étais trop sale. Trop détruite. Trop cassée. Et lui, il a juste dit, « Je peux attendre. Je veux juste que tu vives. » Ce jour-là, j'ai compris une chose, ce n'est pas l'amour qui sauve. C'est la dignité qu'on retrouve grâce à lui. Et même si je ne savais pas encore comment, je savais que la fin approchait. La fin d'un cauchemar. Ou la fin de moi. Si tu es encore là, alors écris quelque chose. Un mot. Une phrase. Un cri. Abonne-toi. Like. Commente. Laisse une trace. Parce que chaque mot que tu écris ici, c'est une main tendue à quelqu'un, quelque part. Et parfois, une seule main peut empêcher un cœur de couler. Je parle. Parce qu'un jour, j'ai cru que je n'avais plus de voix. Mais aujourd'hui, tu m'écoutes. Et ça, c'est déjà une victoire. Ce soir-là, j'avais la bouche sèche, les mains froides. J'étais restée dans la salle de bain plus de 30 minutes, assise par terre, devant le miroir, sans bouger. Il était tard. L'appartement était silencieux, à part le bruit régulier du frigo qui grondait doucement dans la cuisine. Et mon cœur battait, mais pas comme d'habitude. Il battait comme s'il ne voulait plus continuer. J'avais mal partout, mais c'était un mal sans blessure visible. Un mal invisible. Celui que personne ne remarque, mais qui te grignote vivante. Et je me suis regardée dans la glace. Je ne me reconnaissais plus. J'avais le regard d'une étrangère. Une fille sans feu. Sans lumière. Sans âme. Et pourtant, cette fille, c'était moi. J'ai voulu me parler. Me dire un mot. Un seul. Mais même ça, je n'y arrivais plus. Alors j'ai fait ce que je faisais chaque fois que j'avais envie de disparaître. Je suis allée le voir. Karim. Il était là, comme toujours, sur son bout de trottoir, avec sa couverture râpée, ses livres pliés, et ce calme étrange dans les yeux. Je ne lui ai rien dit. Je me suis juste assise près de lui. Il n'a pas parlé non plus. Il a juste posé sa main sur mon genou, doucement, comme un frère, comme un père, comme un homme qui comprend sans poser de questions. Et là, sans prévenir, j'ai éclaté. J'ai tout lâché. Pas les mots. Les larmes. Les vraies. Celles qu'on garde enfermées derrière les sourires. Celles qu'on laisse jamais sortir parce qu'on n'a pas le droit. Parce qu'on doit être forte. Toujours forte. Je pleurais sans faire de bruit. Les larmes tombaient sur mes genoux. Karim n'a pas bougé. Il est resté là. Présent. Stable. Patient. Et quand j'ai réussi à respirer, à parler, j'ai dit. Je suis en train de mourir. Il m'a regardé, sans peur. Il a attendu. Et j'ai continué. Je lui ai tout raconté. Tout. Le bureau. Le chantage. Les humiliations.
Les soirs sans fin. L'enveloppe qu'il laissait sur mon bureau après chaque acte. La façon dont il me parlait. Le dégoût que je ressentais de moi-même. Le silence que je portais comme une chaîne autour du cou. Karim ne m'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai fini, j'ai eu peur. Peur qu'il me rejette. Peur qu'il m'accuse. Qu'il me dise que je l'avais cherché. Que je méritais ça. Mais il a juste soufflé, merci de me l'avoir dit. Et j'ai pleuré encore. Il a ajouté, les yeux dans les miens, tu n'es pas sale. Ce n'est pas toi le monstre. Ces mots-là, je ne les avais jamais entendus. Et à cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas moi. Pas ma force. Non. Ce qui s'est brisé, c'est la honte. Cette chose sourde et puante qui collait à ma peau depuis des mois. Elle s'est fissurée, d'un coup. Parce qu'un homme, un vrai, venait de me rendre ce que j'avais perdu, un peu de dignité. Le lendemain, il m'a dit qu'il devait partir 2 ou 3 jours. Il n'a pas expliqué. J'ai eu peur. Je lui ai demandé où il allait. Il m'a souri. Il m'a dit, tu m'as fait confiance. Laisse-moi te le rendre. Et il est parti. J'ai passé ces jours dans une angoisse impossible. Je me suis dit qu'il ne reviendrait pas. Qu'il m'avait jugé, malgré ses mots. Qu'il avait pris peur. Qu'il s'était éloigné. Et dans le même temps, le bureau devenait encore plus dur. Le PDG m'avait vue différente. Il savait que j'étais en train de me libérer. Il avait remarqué le changement. Il a voulu me reprendre. Il a été plus dur, plus violent, plus pressant. Il m'a menacé. Il a dit, je peux faire de toi une SDF, tu sais. D'un clic. T'effacer de ce pays comme une tache sur une chemise. Je n'ai pas répondu. Mais j'ai eu peur. La peur est une prison dont on ne voit pas les barreaux. Et pourtant, 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel. C'était la clinique. Il disait, votre mère a été opérée ce matin. Tout s'est très bien passé. J'ai cru que c'était une erreur. J'ai dit, pardon. Ils ont confirmé. L'opération. Les soins. Les médicaments. Tout avait été payé. Un virement anonyme, a dit la voix. Mon cœur a explosé. J'ai quitté le travail plus tôt ce jour-là. J'ai couru. Couru comme une folle. J'ai traversé les rues, les boulevards, le souffle court. Je suis allée là où je le trouvais toujours. Et il était là. Assis. Avec ce même sourire. Il m'a regardé, et il a dit. Tu mérites mieux que ça. Je me suis jetée dans ses bras. J'ai pleuré, encore. Mais cette fois, ce n'était pas des larmes de douleur. C'était des larmes de gratitude. De soulagement. De lumière retrouvée. Je lui ai demandé, pourquoi t'as fait ça? Il a répondu, parce que tu l'aurais fait pour moi. Et là, il m'a regardé longtemps. Puis il a dit, il faut que je te dise quelque chose. Mais il s'est arrêté. Pas ce jour-là. Pas encore. Moi, j'étais trop bouleversée pour entendre autre chose. Je ne savais pas que ce qu'il allait me révéler allait tout changer. Mais je savais une chose. Je n'étais plus seule. Et cette vérité-là, c'était peut-être la plus belle chose que j'avais reçue depuis longtemps. Ce soir-là, j'ai dormi pour la première fois sans cauchemar. Je m'étais réveillée une fois dans la nuit, trempée de sueur comme d'habitude. Mais j'avais tourné la tête. Il était là. Karim. Assis à côté du lit, dans ce petit studio que je n'avais jamais osé lui montrer avant. Il lisait un livre, ses lunettes glissaient au bout du nez. Il avait l'air vieux, mais il était jeune. Il avait l'air pauvre, mais il avait une richesse que je n'avais jamais vue chez aucun homme. Il m'a regardé, il m'a souri. Et j'ai refermé les yeux. Le lendemain, j'ai donné ma démission. Pas un mot de plus. J'ai juste posé une lettre sur le bureau du PDG.
Il m'a regardé, stupéfait. Il a tenté un sourire nerveux. Il a dit, tu bluffes. J'ai répondu, pas cette fois. Et je suis partie. J'ai marché lentement dans le couloir. Mes collègues me regardaient. Certains chuchotaient. D'autres détournaient les yeux. Personne n'a rien dit. Parce que le silence est la langue la plus parlée dans les couloirs des puissants. Mais moi, j'étais sortie. Et je n'étais plus la même. Karim m'attendait dehors. Il ne m'a pas posé de questions. Il a juste ouvert les bras. Et je m'y suis réfugiée. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que mon corps m'appartenait. Que mes pas avaient un sens. Que ma douleur avait été entendue. Je suis restée avec lui plusieurs semaines. On a partagé peu, mais on a vécu beaucoup. Des silences, des repas simples, des marches longues dans les rues de la ville. Il avait une manière de parler du monde comme si tout était encore possible. Un soir, on s'est allongé dans un parc, sur une couverture usée. Il regardait les étoiles, moi je regardais son visage. Et j'ai dit, t'as toujours vécu comme ça? Dans la rue? Il a tourné la tête. Il m'a regardé. Et il a dit, non. Je suis restée silencieuse. Il a ajouté. Je t'ai menti, un peu. J'ai pas tout dit. Je suis pas vraiment ce que tu crois. Mon cœur a raté un battement. Il a soupiré. Et il a continué. Je suis tombée très bas, oui. Mais avant ça, j'avais tout. Une maison. Une voiture. Une entreprise. Et j'ai tout quitté. Volontairement. Parce que je voulais voir. Voir qui m'aimerait sans costume, sans carte bancaire, sans artifice. Voir si l'amour vrai existe encore. J'étais sous le choc. Il a souri. Tu sais quoi? Je crois que je l'ai trouvé. J'ai pleuré, encore. Parce que je savais qu'il disait vrai. Mais ce qu'il ne m'avait pas encore dit, c'est pourquoi il avait fui. Qu'est-ce qu'il fuyait vraiment? Et ce que j'allais découvrir plus tard, allait tout remettre en question. Quelques jours plus tard, un matin, je me suis réveillée seule. Le lit vide. Pas un mot. Pas un message. Karim avait disparu. J'ai cherché partout. Dans les rues. Près des parcs. Devant les églises. Rien. Silence. Comme s'il n'avait jamais existé. Et puis, un soir, devant ma porte, une enveloppe. Dedans, une photo. Une photo de lui. Mais pas dans la rue. Pas mon haillon. Sur la photo, il était en costume. Propre. Rasé. Souriant. Au bras d'une femme élégante. Derrière eux, un panneau lumineux, Conférence internationale des PDG humanitaires Genève. J'ai senti mes jambes flancher. Au dos de la photo, une phrase manuscrite. Tu crois me connaître. Tu n'as encore rien vu. K. Et c'est là que tout a basculé. Parce qu'au moment même où je fixais cette photo, mon téléphone s'est mis à vibrer. Un appel. Numéro masqué. Je décroche. Une voix d'homme. Calme. Grave. Tu ne devrais pas fouiller dans des choses que tu ne comprends pas. Ce que tu crois être fini, ne fait que commencer. Et il a raccroché. Mon sang s'est glacé. Je me suis levée. J'ai couru fermer les fenêtres. Les volets. La porte. J'ai vérifié chaque recoin de l'appartement. Quelque chose, ou quelqu'un, m'observait. Je n'étais plus en sécurité. Mais une chose était sûre. Je n'étais plus cette fille soumise. Je n'étais plus cette ombre. J'étais prête à comprendre. Prête à savoir qui était vraiment Karim. Et pourquoi on voulait me faire taire. Si tu es encore là, si tu as ressenti ce que j'ai vécu, alors commente. Dis-moi ce que tu penses qu'il cache. Abonne-toi, parce que ce n'est pas la fin de mon histoire.
C'est le début d'une vérité plus sombre. Et crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui vient. Like. Partage. Laisse une trace. Parce que la suite va te retourner le cœur.